Ok? Alors, le test suivant, c'est le test de McNemar, qui est toujours basé sur la loi binomiale. Okay. Le tableau, juste pour vous montrer que cette fois-ci, on ne travaille plus sur un seul échantillon, mais sur deux échantillons à parier. Ça va? Par contre, on est toujours dans des données nominales qui sont dichotomiques ou dichotomisées. Okay. Donc, très concrètement, cette fois-ci, on observe les mêmes individus, puisqu'on est dans des échantillons à parier. On observe deux fois les mêmes individus, et on se demande, quand on observe des changements de catégorie, est-ce que ces changements de catégorie vont plus dans un sens que dans l'autre? C'est ça la question globale. D'accord? Autrement dit, est-ce que parmi les gens qui changent d'avis, qui changent de catégorie, qui changent de niveau, est-ce que les changements vont dans un sens, les changements qui vont dans un sens sont significativement plus nombreux que les changements qui vont dans un autre sens? C'est ça la question. Concrètement, pour vous illustrer ça, l'idée, ça pourrait être, on est un tableau de contingence de ce type-ci. D'accord. Je vous fais passer un examen au premier semestre. Je regarde si vous avez réussi, si vous avez raté. Si vous avez réussi, si vous avez raté. Je vous fais passer un autre examen au deuxième semestre. Je regarde si vous avez réussi ou si vous avez raté. Dans la classe, j'ai des personnes qui auront réussi les deux examens. C'est les personnes qui sont dans la catégorie A. Des personnes qui auront raté les deux examens. C'est les personnes qui seront dans la catégorie D. Et puis j'ai des personnes qui auront raté le premier mais réussi le deuxième. Et des personnes qui auront réussi le premier mais raté le deuxième. C'est ces personnes-là qui m'intéressent. C'est elles qu'on appelle les personnes qui changent de catégorie. D'accord? Ceux de la catégorie A et de la catégorie D, ils ne bougent pas. Ils ont soit réussi les deux, soit raté les deux. Donc ceux qui m'intéressent, c'est ceux qui en ont raté un et réussi l'autre. Okay? C'est sur cela que je vais me concentrer. Donc c'est ce que je viens de dire, on s'intéresse uniquement à cela. Et en fait, on va vérifier si les changements de catégorie, donc la répartition du nombre de personnes qui ont changé de catégorie, est équivalente à une équipartition, autrement dit, est due au hasard. Ok? C'est ça la question. Qu'ils aient réussi ou pas? Pardon? Qu'ils aient réussi ou pas qu'ils aient dû au hasard? Dans les deux sens. Parce que tu vas avoir une catégorie qui va du raté au réussi et une catégorie qui va du réussi au raté. D'accord. Ça va? Et ta question, c'est de savoir si ces changements de catégorie dans un sens ou dans l'autre, c'est dû au hasard ou pas. Parce que si c'était dû au hasard, tu devrais avoir autant de personnes qui ont raté et puis qui réussissent que de personnes qui ont réussi et puis qui ratent. Ça va? Ok pour ça? Et donc, l'hypothèse nulle qu'on va poser systématiquement, c'est que la répartition qu'on observe n'est pas différente de l'équipartition. Autrement dit, le fait qu'il y ait des changements de catégorie est dû au hasard. Ça va? Est-ce que c'est clair pour ce principe de base-là? Oui? Parfait. Alors, l'exercice, vous allez voir directement comment ça fonctionne. J'avais pris l'exemple de l'examen, mais exactement là-dedans. Donc, en gros, on fait passer à 106 élèves un test qui comprend deux items qui sont similaires. Ça va? C'est des choses que vous avez régulièrement dans un examen. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de savoir si effectivement ils sont vraiment similaires ou pas. Ça va? S'ils sont vraiment similaires, en gros, on devrait avoir autant de personnes qui en ont réussi un et qui vont rater l'autre que de personnes qui ont réussi celui-là mais qui auraient raté l'autre. Ça va? Et donc, l'hypothèse nulle qu'on va poser, c'est que les deux items de l'examen ne sont pas différents. Ça va? Autrement dit, le changement de catégorie n'est pas dû au hasard, c'est-à-dire que le fait que certains réussissent à un item et échouent à l'autre, et le fait que certains échouent au premier mais réussissent au second, c'est dû au hasard. Ça va? Ce qui voudrait dire du coup que les deux items ne sont pas différents. Donc la première chose à faire, je vous disais, c'est de construire un tableau de contingence. C'est le tableau qu'on vous a présenté tout à l'heure. Comment ça marche? Souvenez-vous, on met chacun des items, et pour chacun, on se demande qui a réussi et qui a raté. Ça va? Et on vérifie les changements de catégorie. Donc, on va le construire ensemble. Moi, je peux pas avoir les couleurs. Donc, en gros,
allez avoir, c'est la description de Hop. C'est en gros les deux items. Vous avez, je vais pas mélanger, ouais. Le premier item qu'on va mettre ici, d'accord, qui est l'item X, et le deuxième item qu'on va mettre ici, qui est l'item Y. Ça va? Et donc, ce qu'on se pose comme question, c'est de savoir qui c'est qui a réussi, qui c'est qui a raté. Donc, je vais devoir afficher chacune des catégories pour chacun des items. Donc, je vais décider de mettre ici ceux qui ont réussi et mettre ici ceux qui ont échoué. Ça va? Même chose ici, les réussites et les échecs. Ok? Et je remplis mon tableau de contingence en fonction des éléments qu'on me donne dans l'énoncé. Ça va? Je sais qu'au total, j'ai 106 sujets. Okay. Qu'est-ce qu'on me dit en premier? J'ai 61 élèves qui réussissent les deux items. Je vais voir à l'intersection des deux réussites et j'indique 61. Ça va? Je continue, je vois que j'ai 4 élèves qui ratent le X, donc je serai dans cette colonne-ci, mais qui réussissent le Y, donc je serai ici. Je note le 4 ici. Je continue, j'ai 15 élèves qui avaient réussi le X, donc par ici, mais qui ont réussi le Y. 15. C'est ça? Ouais. C'est 3. Oui, c'est juste. Et donc, j'ai plus qu'à remplir ça en faisant 106 moins toutes les papiers qui sont là. Ça va? Donc vous obtenez ce magnifique tableau. Okay. Les éléments dont vous allez avoir besoin, vous allez voir qu'en fait c'est les mêmes que ceux qu'on a utilisés quand on a travaillé sur la loi binomiale, sur le test binomial, pardon, parce que c'est ce test-là qu'on va utiliser. Pourquoi c'est celui-là qu'on va utiliser? Tout simplement parce que vous voyez qu'en fait c'est pas les 4 catégories qui nous intéressent, c'est les 2 catégories de changement d'avis. D'accord? De changement de catégorie. Et donc, au final, ce qu'on va avoir, c'est l'observation d'une répartition selon 2 catégories. Et cette répartition, on se demande si elle est due au hasard. Donc en fait, la répartition qu'on observe, on peut la comparer à une répartition théorique qui serait 50-50. Donc on se retrouve exactement dans la configuration du test binomial, où on a une répartition qu'on observe, qui ici sera 15 et 4, d'accord, qu'on va comparer à une répartition théorique. On se demande si c'est du hasard, donc on compare ça à une répartition, donc à moitié-moitié. Ça va? Et donc d'un tableau comme celui-là, on passe à un tableau comme celui-là. Et on revient au test binomial. Donc 15 et 4, c'est les valeurs observées. Exactement. Et du coup, le n... On met toujours le plus petit dans la case de gauche. Donc ce sera 4 et 15, et ensuite 9 et demi, parce que 19 est divisé par 9. Donc notre n, ce sera 19. Oui, soyez attentifs que du coup, le n, c'est plus votre n total, c'est uniquement le n des 2 catégories qui nous intéressent. D'accord? Donc, comme tout à l'heure. Ça va? Donc, les éléments dont on a besoin, c'est P et Q qui sont égaux à 0.5. Le A, on prend la plus petite valeur, ça va, puisqu'on a A qui est inférieur à fois P. Et puis, le N, c'est ce que je vous disais, c'est uniquement l'effectif qu'on a dans les 2 catégories qui nous intéressent. Et donc, on est reparti pour pouvoir retravailler sur le même principe que le test binomial. Donc, première chose, en appliquant la loi binomiale. C'est binomial parce que... Non, c'est 9,5 parce que... Oui. C'est soit réussi, soit raté. Oui, soit réussi, soit raté. Donc il y a 2 choix, quoi. En gros, c'est... Tu peux pas dire que c'est soit réussi, soit raté. C'est soit quelqu'un qui a réussi le premier et qui a raté le deuxième, soit quelqu'un qui a raté le premier et qui a réussi le deuxième. C'est pour ça qu'on changement de catégorie. Ici, on divise en 2 parce qu'on se demande si c'est dû au hasard. Donc si c'est le hasard, c'est 0.5, 0.5. Donc P et Q dans ce cas-ci, ça vaudra toujours 0.5 dans le test de mathématiques.
Ça va? Donc on compare toujours au hasard. Et donc, en gros, première chose à faire si vous voulez appliquer tout pile la loi binomiale, souvenez-vous, c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Donc, je ne vais pas vous laisser faire, refaites-le chez vous quand vous aurez le temps, parce qu'il faut vraiment qu'on fasse le tour des 5 tests, donc on est un peu limité dans le temps. Mais de nouveau, faites la probabilité d'avoir 4 réussites, 3 réussites, 2 réussites, 1 réussite, 0 réussite. Vous additionnez le tout, d'accord? Vous multipliez par 2 dans ce cadre-ci, puisque l'hypothèse nulle qu'on avait posée, c'était vraiment pour un test à 2 issues. Et puis, vous concluez. Ici, les 2 items sont identiques. D'accord? Autrement dit, la répartition en gros, les mouvements des gens ne sont pas dus au hasard. Ça va? C'est ça le principe. Ici, on l'a traduit par les 2 items sont différents. Parce que si les 2 items étaient vraiment équivalents, on aurait autant de gens qui avaient réussi le premier, raté le deuxième, que de gens qui avaient raté le premier, réussi le deuxième. Ça va? Alors, vous pourriez ici travailler avec la table binomiale cumulée aussi. D'accord? Vous voyez que de nouveau, vous devez multiplier par 2 pour le test à 2 issues. Et la troisième méthode qui serait possible, ce serait le logiciel. Donc je vous remets les résultats. Ça ne se présente pas exactement de la même manière que quand vous faites uniquement une application de la loi binomiale toute simple. Mais vous avez le tableau de contingence qui est proposé. C'est exactement celui que vous avez sous les yeux au tableau. Et puis vous avez le test, d'accord, avec le nombre total de sujets, cette fois-ci, ne vous y trompez pas, et la significativité, pour le coup, à 2 issues aussi. Ça va? Donc vous pourriez très bien faire aussi l'approximation par la loi normale. Hein. Donc vous pourriez calculer une note 7. J'ai une question. Donc le test de McNemar, c'est uniquement remettre les données, ordonner les données et faire une loi binomiale. Exactement. Il n'y a pas une formule. Non. Il n'y a rien de spécifique. Ce qui est spécifique à McNemar, C'est c'est qu'en fait, tu as 2 échantillons qui sont appariés à la base. Et ce qui t'intéresse, c'est de voir les changements de catégorie. Et en fait, quand tu simplifies le truc, tu ne t'intéresses pas à tous les éléments que tu as dans ton tableau, tu t'intéresses qu'à 2 de ces éléments, qui peuvent en fait être reconvertis en 2 catégories que tu peux comparer à une répartition théorique. Donc, d'un test en fait où tu pars sur une comparaison de 2 échantillons appariés, tu passes à un test sur lequel au final tu travailles que sur un échantillon, si tu veux. Artificiel d'une certaine manière, mais un seul échantillon, tu compares à une répartition théorique. D'accord? Ok. Alors, vous verrez que pour la suite, il y a encore un exercice sur McNemar. On ne va pas le faire avec vous, mais c'est toujours le même principe. Vous refaites le tableau de contingence, hop, vous récupérez seulement ces informations-là, et vous faites la suite des tests qui conviennent. Ça va? Vous pouvez expliquer pourquoi on récupère que les 2 informations Oui, parce qu'en fait, la seule chose qui t'intéresse quand tu fais un McNemar, c'est pour répondre à la question, est-ce que le fait qu'il y ait un changement de catégorie de la part des individus que je teste est dû au hasard ou pas? Donc on s'intéresse uniquement à ceux qui n'ont pas... À ceux qui changent d'avis. Voilà. Exactement. Exactement. Ça va? Ok.